Salut à tous. Aujourd'hui, c'est la première fois que je réalise ce type de vidéo, alors soyez indulgents. Surtout qu'on a eu un problème avec un disque dur externe après le tournoi, ce qui fait qu'on a perdu en fait toutes les vidéos que l'on a réalisées ce jour-là. On a aussi perdu l'interview d'Aimée, car oui, elle participait au tournoi d'Angers, donc tant pis pour nous. Nous avons tout de même mon débrief du tournoi, car on a tourné quelques jours après le tournoi de nouvelles scènes, ce qui fait que l'incident s'est déroulé entre le moment du tournoi où on est rentré et le jour, c'est-à-dire 4 jours plus tard, où on a tourné justement mon débrief du tournoi dans le jardin d'un ami, mais ça vous le verrez un peu plus tard. Dans tous les cas, c'est à charge de revanche, car je participerai en novembre prochain à un tournoi local du côté de Vendôme. Et Razorcross, mon fidèle acolyte, m'accompagnera pour justement faire des prises de vue de toutes les tables. Et cette fois-ci, on va immédiatement sauvegarder sur plusieurs supports avant même de rentrer chez nous, car j'emmènerai mon PC portable et comme ça on aura plusieurs supports. Ça évitera les incidents que l'on a eu avec Angers. Donc je vous emmène avec moi au cœur d'un tournoi de Warhammer 40 000 qui s'est déroulé du côté d'Angers. Cela m'a permis de revoir les copains angevins et partager quelques moments de camaraderie autour de notre passion commune. Donc, installez-vous confortablement, préparez votre petite boisson, vos pop-corn si vous en avez, et on est parti. Une petite annonce avant de continuer avec l'épisode. Je suis ravi de vous annoncer un nouveau projet de recrutement. Si cela vous intéresse, voici les objectifs que j'ai divisés en 3 périodes de temps, court, moyen et long terme. À court terme, vous devez jouer sur Tabletop Simulator, TTS pour les intimes, donc peu importe où vous vivez en France ou en francophonie, vous êtes les bienvenus. Par contre, vous devez pouvoir enregistrer vos parties avec des outils comme OBS, GeForce Experience ou autres. L'objectif est de visionner vos parties pour des séances de coaching en équipe et de retour d'expérience afin de progresser ensemble. Peu importe votre niveau, du moment que vous avez le matériel nécessaire et surtout la motivation. Bien sûr, nous participerons à des tournois sur Tabletop Simulator. Et pour ceux qui veulent participer à des tournois IRL, in a real life, dans la vraie vie, nous nous organiserons pour essayer d'y participer à plusieurs, afin de partager ces moments ensemble. Côté moyen terme, je veux construire un noyau de joueurs motivés et fidèles pour constituer une équipe Tabletop Simulator, voire une véritable équipe si nous avons 6 à 8 joueurs déterminés à se lancer dans les ligues de la FEC. En plus, avec l'expérience que l'on va accumuler, potentiellement vous pourriez devenir des intervenants de confiance dans mes vidéos YouTube. Pour ce qui est du long terme, l'objectif ultime est d'avoir 1 ou 2 équipes prêtes pour les ligues de la FEC. Je pourrais ainsi suivre et montrer l'ambiance et les préparatifs aussi bien en solo qu'en équipe. J'aime les défis et comme pour ma chaîne YouTube, je suis prêt à partir de rien pour gagner en compétences et en expérience. L'objectif n'est pas de tout gagner, car nous allons perdre des parties, c'est clair, mais de nous améliorer ensemble. Ce projet demande beaucoup de motivation, d'abnégation et surtout de fidélité. Si vous avez de grandes ambitions pour aller dans des top teams qui existent déjà ou si vous avez déjà constitué vos équipes, ce n'est peut-être pas pour vous, car nous avons besoin de stabilité. Je ne serai pas joueur au sein de ce collectif. Alors attendez, j'entends par là un joueur actif dans une équipe, car je ne pourrai pas enchaîner autant de parties que vous. Cependant, j'endosserai le rôle de coach. Cela ne signifie pas que je serai le seul coach, ou peut-être plusieurs, mais j'en ferai partie. Je serai aussi un co-communicant via ma chaîne YouTube, un reporter pour suivre les joueurs dans certains tournois, pour montrer les coulisses. Et enfin, ma chaîne et moi, nous avons toujours gardé une certaine neutralité face au drama de Warhammer 40 000. Et j'attends la même chose de vous. Les égos trop forts n'ont pas leur place. Nous devons tous faire preuve d'abnégation et prouver notre valeur quelque part. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en description. Obtenez le rôle 40K et envoyez-moi un message privé. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, petite présentation de l'association organisatrice, car nous avions réalisé l'interview des organisateurs, mais comment dire que le son a complètement sauté, et puis de toute manière on a perdu les vidéos, comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction. Dans tous les cas, le président de l'association m'a écrit toute une présentation, alors je vais tout simplement vous la lire. L'association des Ducs a été créée en 2020, en fait, suite à un club de stratégie créé quelques années plus tôt. Nous résidons à l'ILM Maison du Lac à Angers, et nous nous y réunissons
sont tous les vendredis soirs à partir de 18h30 hors période de vacances scolaires. L'association compte une quarantaine de membres et bien que ce soit en majorité des joueurs de Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, on y trouve aussi des joueurs de Warcry, Kill Team, Old World ou Drop Fleet Commander. Sortant d'une année compliquée pour l'association, nous avons tout de même pour ambition d'organiser 3 tournois pour ce qui est de la saison 2024-2025. Un premier tournoi de Warhammer 40 000 pour le premier trimestre, 40 joueurs, un tournoi Age of Sigmar au deuxième trimestre, 40 joueurs aussi, et enfin un second tournoi de Warhammer 40 000 dans le troisième trimestre pour une centaine de joueurs, dans la mesure où l'association serait en capacité d'obtenir la quantité de matériel nécessaire à l'organisation d'un tel événement, en particulier la gestion des décors. Dans tous les cas, j'espère que la FEC pourra aider cette association, car je sais qu'elle recherche des locations, voire des achats de décors. En tout cas, merci beaucoup à l'association des Ducs de m'avoir autorisé à filmer les tables durant le tournoi, même si j'ai perdu les vidéos, et d'avoir enregistré mes résultats, car j'avais pas accès à mes codes mini headquarter et que la caméra c'est mon portable. Donc c'était déjà utilisé en caméra. Bref, ils ont été adorables aussi bien du côté organisation que les bénévoles qui sont venus de leur propre chef pour filer un coup de main. Et à tous les joueurs adorables qui ont accepté que l'on filme quelques scènes de leur partie. Comprenez pourquoi je suis dégoûté d'avoir perdu ces vidéos? Bref, allez, je vous fais à tous un gros câlin. Et on part pour toute l'histoire de ce tournoi. Nous sommes partis de Tours à 6h45 du matin, avec Razorcross qui a accepté d'être notre caméraman pour la journée, et Shirakos, un autre participant au tournoi. Le réveil a été un peu difficile, mais nous étions tous motivés. Le trajet a été plutôt rapide, avec des discussions animées sur nos stratégies et les armées que nous pouvions potentiellement affronter. Après une petite heure et quart de route, nous sommes finalement arrivés sur le lieu du tournoi à Corzay. L'ambiance était agréable, avec des joueurs qui installaient leurs armées et se préparaient pour une journée de bataille intense. Et c'est là que l'aventure a vraiment commencé. Avant de discuter de la première ronde, voici ma liste. Ma bonne vieille Stormlands Space Wolf. Alors, dans les personnages, j'ai joué 3 chefs de bataille garde-loup sur loup tonnerre, donc les 3 étaient équipés de gantelets énergétiques et du bouclier pour l'invulnérable à 4+, et l'un d'eux aura l'optimisation instinct du chasseur pour pouvoir faire l'arrivée précipitée un tour en avance, c'est-à-dire au tour 1. J'ai rajouté 3 seigneurs loups sur loup tonnerre, dont l'un aura la paire de griffes éclair et l'optimisation fureur de l'orage, les 2 autres auront le gantelet énergétique et le bouclier relique. J'ai rajouté Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre en frappe en profondeur, donc en réserve dès le début de la partie pour sa capacité à fournir une relance de charge et la relance des jets pour toucher au corps à corps sur un tour, et je peux l'activer même s'il est en réserve car il n'a pas besoin d'être sur le champ de bataille. Pour ce qui est des autres unités, je commence avec une grosse unité de 6 Inceptors, en plasma bien sûr, qui sera fort utile sur ma ronde 3, et je vous en parlerai. Une unité de 5 infiltrateurs avec le gantelet Helix et les communications. Pour ce qui est du reste de la liste, j'ai 3 unités de 5 scouts, alors j'en ai 2 avec lance-missile et la 3e avec un bolter lourd, parce que j'ai pas 3 lance-missiles, voilà. 3 unités de 6 cavaliers sur loup tonnerre avec bouclier pour accompagner tous les personnages. Une petite unité de 5 loups fenriciens pour faire écran dans ma zone de déploiement et bien compléter mon unité d'infiltrator pour seulement une trentaine de points, donc ça a été très utile. Et vous verrez, il y a une petite anecdote aussi sur la ronde 3 qui est assez rigolote avec cette unité. Et enfin, un Dreadnought Ballistus, une petite unité de tir qui possède sa propre relance de touche. À partir du moment où vous ciblez une unité qui n'a pas été endommagée, vous avez une relance de jet pour toucher. Il a été plutôt utile, franchement, pour 140 points, vu tous les dégâts qu'il a pu faire et les quelques moments où il a dû encaisser des dégâts, bah franchement, j'ai pas été déçu. Au début, j'étais un peu en mode, bon, est-ce que je vais réussir à faire des choses avec? Parce que j'étais assez sceptique, et au final, franchement, très content. Alors bien sûr, il a quelques lacunes, il sera pas aussi efficace qu'un gladiateur lanceur, mais pour 20 points économisés, c'est pas ridicule, et c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer à la liste de mon adversaire à la ronde 1. Il joue Adepta Sororita, et il a le détachement Porteuse de Flammes. En personnage, il a une chanoinesse avec l'optimisation Iron Surplice de Saint-Istalela, une Dialogus avec l'optimisation Fire and Fury, une Palatine avec l'optimisation Righteous Rage, Morvenval en tant que seigneur de guerre, le Triomphe de Sainte-Catherine. Côté unité de ligne, il aura une seule unité de 10 heures de bataille,
En transport dédié, 2 immolators. Pour ce qui est du reste, une petite unité d'arco-flagellant qu'il mettra en réserve stratégique pour arriver dans sa zone de déploiement et réaliser un écran pour limiter mes choix de frappe en profondeur. 2 unités de 10 dominions, les 2 unités avec 4 fuseurs. Et on finit la liste avec 2 unités de séraphines. Alors la première est une unité de 10 avec les 8 lance-flammes et la seconde avec 5 séraphines et donc 4 lance-flammes. Une unité de 10 sœurs novices, 2 castigateurs, le premier avec un battle canon et le second avec un autocanon, et une unité d'exo-harnais parangon. Et là, je vais passer au débrief de la ronde, donc je donne le micro au Bijorn du jardin. Ok. Bon. Alors. On n'est pas chez moi. Déjà pour commencer, on est dans le jardin d'un ami. Un très grand jardin, un très beau jardin. Là, vous en voyez 2%. Bref. Je me suis dit, ce serait bien pour une fois de me sortir un petit peu de chez moi. Pareil pour Razor Cross qui est ici avec moi pour m'aider à faire cette vidéo. Et je me suis dit, on va faire des petits plans jardin, comme ça à la cool, en plus il fait beau, un peu chaud, mais il fait très beau. Pour tout simplement vous faire les débriefs rapides de mes 3 rondes. Donc maintenant que vous connaissez la liste de mon adversaire, au niveau de mon appréhension au début de la ronde, c'était assez mitigé, je me voyais pas forcément gagnant sur cette partie, parce qu'au niveau de la table, comme vous pourrez le voir pendant que je passe les images, qu'on a quand même pas mal de grosses ruines que je ne peux pas traverser avec mes unités montées, et donc forcément je devais appuyer sur un flanc plus qu'un autre. Puisque mon adversaire avait, lorsque vous êtes de mon côté, mon flanc droit, il avait énormément de ressources, donc il pouvait me bloquer vague après vague mon unité montée, mais je me suis dit, bah écoute, je vais l'obliger à rester sur ce flanc-là principalement, parce que c'est là où il pouvait potentiellement tirer le plus de lignes de vue, etc. Donc je vais essayer d'appuyer de ce côté-là, et essayer d'enfoncer l'autre flanc grâce à mon arrivée précipitée de mon unité montée en réserve. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que ma liste, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de Calidus. Il n'y a pas de Calidus, donc c'est assez problématique d'avoir un stratagème un peu comme l'armure du mépris qui réduit ma pénétration d'armure de 1 à 0. Donc lorsqu'il a des sauvegardes à 2+, il est en sauvegarde à 2+, lorsqu'il a de la 3+, il est en 3+, etc., etc. Ce qui fait que malgré ma saturation, il va pas trop mal encaisser, donc ça va beaucoup me ralentir. Malgré tout, je réussis tout de même à maintenir un primaire qui est correct, et je m'appuie beaucoup sur mes secondaires. J'essaie vraiment de, des fois même, sacrifier des unités, comme mon Ballistus par exemple, pour pouvoir aller valider une action qui me rapporte un maximum de points, parce que je sais que globalement, si mon adversaire ne se fait pas cloque, j'ai forcément perdu la partie. Pour moi, c'est assez clair, donc j'essaie de résister un maximum, de lui donner le moins de ressources faciles à prendre, où il doit vraiment investir plusieurs unités pour pouvoir me les détruire, et vraiment me concentrer sur les actions. Eh bien, c'est un plan qui va bien se dérouler, parce que mon adversaire, il a tellement de ressources dans sa liste, qu'il est obligé de toutes les coordonner, ça lui prend du temps. Donc à partir de la fin du 3e tour, il me semble, il sera Deathclock, donc du coup il n'aura que des actions obligatoires à faire, et c'est là où justement je vais me servir de cette obligation des actions obligatoires qu'il doit faire, et donc celles qu'il n'est pas obligé de faire pour pouvoir justement scorer un maximum de points. Alors,
pour délier les mauvaises langues, mon adversaire a été deathclock au début de son tour 3, donc j'ai dit à l'organisateur et à l'arbitre que je l'autorisais à finir complètement son tour, quitte à prendre un peu de temps, parce que moi il me restait, il me semble, à peu près 30 minutes de jeu lorsque lui n'avait plus de temps sur sa clope. Donc vu que je sais que j'ai une liste qui se joue très rapidement, je l'ai laissé finir son tour au complet, tranquillement. Je lui ai dit, écoute, réfléchis, fais ton tour au maximum, je sais que tu es deathclock, voilà, tu le finis, tu fais le maximum de points, tu te positionnes le mieux possible pour m'embêter derrière, et derrière, en dehors des actions obligatoires, tu ne feras pas grand chose d'autre, en espérant potentiellement piocher quand même ses... non, il n'a pas pioché ses secondaires parce qu'il a pris des fixes, mais en dehors de valider tes objectifs, tu n'auras pas grand chose de possible. Donc, il est deathclock, j'en profite pour essayer de maximiser mes secondaires, de prendre l'ascendant ensuite sur le primaire durant 2 tours, et ce qui principalement va me permettre justement de pouvoir égaliser le match, faire un 69 pour moi et 67 pour mon adversaire, donc on finit sur un 10-10. Et je vais vous laisser avec la prochaine ronde, donc la ronde 2, où je vais affronter un joueur Space Marine du chaos en Pillard Renégat. Ensuite, j'affronte Ripounet, joueur Space Marine du chaos en détachement Pillard Renégat. Dans les personnages, il joue 2 seigneurs du chaos, un seigneur du chaos avec réacteurs dorsaux. Dans les unités de ligne, il a une unité de 10 cultistes, 2 unités de 5 légionnaires. En transport dédié, il aura 2 rhinos du chaos. Et pour ce qui est du reste, on commence avec 2 unités de 5 élus, une unité de 5 rapaces, qui ne sera pas accompagnée par le seigneur du chaos, car il voulait pouvoir optimiser justement les actions et les divers objectifs tactiques qu'il pouvait piocher, 2 unités de 3 motards du chaos, et on finit la liste avec un Land Raider, 2 prédateurs destructeurs et les 2 canons laser de côté, et en unité alliée, un Doc carnivore et 2 unités de 5 rubriques marines full lance-flamme. Maintenant, je vais laisser le débrief au Bijorn du Jardin. Donc maintenant que vous connaissez sa liste, Pillard Renégat, j'ai jamais fait le match-up. Quand j'arrive en tout cas sur la ronde, la personne est super sympa. Je me dis que la plupart de ses bonus sont lorsqu'il débarque d'un transport, lorsqu'il arrive sur un objectif. Donc ce que je m'amuse à faire en fait, c'est de toujours contourner les objectifs. C'est-à-dire que mon but pendant mon tour, c'est de ne pas me mettre sur les objectifs pour pouvoir utiliser en fait la plupart des techniques de la Stormlance pour pouvoir finir à la fin de son tour sur un objectif. Donc le plan de la Stormlance de base souvent c'est je m'avance, je reste à un pouce de toi, si tu me charges je fais mon mouvement que l'on appelle surge, mais c'est chasseur agressif il me semble. Lorsqu'on se fait tirer dessus, quand on a un chef de bataille garde-loup sur l'outonnerre dans l'unité montée, lorsqu'on se fait tirer dessus, on peut dire ok, j'attends la résolution de tes tirs, une fois que c'est résolu, hop, je vais faire mon D6 pouces de mouvement et je vais pouvoir t'engager. Et vu que je t'engage pendant ton tour, c'est moi qui aura l'initiative si son unité, bien sûr, n'a pas de combat en premier. Ce qui fait que je vais m'amuser comme ça. Alors bien sûr, je peux le faire qu'une seule fois par bataille, par chef de bataille, etc. Mais pour moi, ça, c'est implicite. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment frôler les objectifs sans jamais être dedans, limiter les lignes de vue, toujours en essayant de respecter ma cohésion d'unité. Et donc là, l'objectif, c'est que ils doivent entrer en gros dans les ruines pour qu'ils soient en ligne de vue de mes unités, l'obliger à rentrer dedans pour pouvoir me tirer dessus. Mais si jamais il rentre dedans, il aura soit je pourrais faire mon mouvement réactif parce qu'il tombe dans mes 9 pouces, et pour un point de commandement en Stormlance, on peut faire un mouvement réactif de 6 pouces. Donc soit je m'éloigne de lui si jamais c'est une unité qui souhaite me charger, soit je m'avance vers lui si c'est une unité qui souhaite me tirer dessus pour pouvoir justement créer mon mouvement d'engagement. Alors, il faut faire assez attention avec le mouvement réactif parce que l'objectif toujours c'est que quand on se fait tirer dessus, c'est de ne pas être sur un objectif. Par contre, s'il nous tire dessus, qu'on fait notre mouvement d'engagement, donc ça veut dire que vu qu'on a une unité montée, on ne pourra pas nous tirer dessus puisqu'on sera engagé, sauf si évidemment on a engagé un monstre ou un véhicule. Mais l'objectif c'est de pouvoir l'engager et grâce au mouvement d'engagement, de mettre une petite papate sur l'objectif, lui détruire son unité durant sa phase de combat, et que ce soit grâce à la consolidation ou autre, toujours être présent sur l'objectif pour qu'une fois qu'il finisse son tour, l'adversaire,
je puisse au début de mon tour, puisque je suis sur l'objectif, marquer mes points de primaire. Donc mon plan de jeu de base, c'est ça. En plus, on a une table où il y a pas mal quand même de bloquants au niveau des lignes de vue. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vais m'amuser à, sur mon flanc gauche, c'est là où il a son Land Raider avec ses 2 unités d'élus avec le Seigneur du Chaos. Donc à chaque fois, je vais me mettre suffisamment loin, mais suffisamment proche à la fois, c'est là, c'est le côté le plus complexe, pour que lorsque mon adversaire débarque avec ses élus et soit obligé de bouger, c'est-à-dire que même s'il souhaite bouger avec son Land Raider, il ne pourra que débarquer de 2 pouces, il ne pourra pas bouger derrière en dehors d'une charge, grâce à la capacité du Land Raider, mais que via le mouvement du Land Raider, je puisse faire mon mouvement réactif, donc de 6 pouces, pour que lui, même s'il débarque, il ait une charge à 10 ou 11, par exemple. Et inversement, s'il souhaite justement débarquer avant que son Land Raider bouge, il soit obligé de bouger pour arriver et d'avancer, parce que les élus peuvent advance et charge, il soit obligé de faire un jet d'avance pour qu'il puisse tomber dans mes 9 pouces ou moins, pour que je puisse faire un mouvement réactif. Donc clairement, mon objectif, c'est de l'emmerder le plus possible, son Land Raider et ses élus, ainsi que son dog carnivore, parce qu'il a un dog carnivore, donc ça bouge de 12 ou 14 pouces, je sais plus trop. Tu te souviens, toi? Non. Bon, bref, ça bouge de 12 ou 14, mais en gros, à chaque fois, je lui demande pour me rappeler de combien il bouge. Je sais qu'il a une relance de charge et un +1 charge, il me semble. Donc du coup, c'est pareil. Je fais en sorte que mon unité sur le flanc gauche, parce qu'il a son carnivore en milieu de table, mais il y a 2 grandes ruines qui l'empêchent de passer, parce que c'est pas un titan. Enfin, c'est pas une unité titanesque, donc il peut pas traverser, et vu qu'il joue en pillard renégat, il n'a pas accès au stratagème qui permet de traverser la ruine. Donc vraiment, je me positionne suffisamment pour et bloquer ses lignes de vue, et l'obliger à arriver en fait dans ma portée de mouvement réactif pour pouvoir bouger et lui empêcher des charges, et puis d'un autre côté, pouvoir faire mon mouvement de surge afin de l'engager durant son tour et essayer de marquer un maximum mes points de primaire. Ce qui fait que mon adversaire, au final, ne va pas forcément s'inquiéter du mouvement réactif, parce qu'il part du principe que s'il est à 7,1 pouces, même si je fais un mouvement réactif, derrière, il ne va pas forcément, il va pas forcément chercher à tirer sur l'unité qui se rapprocherait de lui. Il va surtout, en fait, axer sa stratégie autour de mon mouvement de surge qu'il souhaite empêcher. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que s'il envoie d'un côté des unités qui ne doivent pas tirer, je vais faire mon mouvement réactif. S'il est à 7,1 pouces de moi, je ne peux pas surge, ça veut dire qu'il est à une charge à 7. Donc du coup, il tombe dans mes 9 pouces de mouvement réactif. Donc si je recule de 6, il est à 13 pouces. Donc il ne peut pas charger. Et après, moi, je peux contrecharger durant mon tour. Et inversement, s'il souhaite se mettre à 7,1 pouces de moi pour empêcher un mouvement de surge, sur une unité sur laquelle il souhaite me tirer dessus, en fait, je peux faire mon mouvement réactif vers lui et faire mon mouvement de surge dans tous les cas. Donc en fait, il fait un énorme focus sur ce surge, alors qu'en réalité, il pourrait très bien mettre une petite unité de cordon en face, m'obligeant à surge dessus s'il me tire dessus, afin que, hop, ça puisse m'enlever l'option sur une unité d'un mouvement de surge plus tard dans la partie. Et donc du coup, il fait pas mal d'erreurs par rapport à ça. Donc, bien sûr, je sanctionne, sachant que sur toute la partie, à chaque fois que je lui dis, attention à ta phase de mouvement, si tu arrives à 9 pouces ou moins d'une de mes unités Space Marine, je peux faire un mouvement de 6 pouces dans le sens que je veux. Et à chaque fois qu'on est à sa phase de tir, je lui dis, attention, avec ces unités-là, je peux encore faire mon mouvement de surge. Donc si tu es à 7,1 pouces, tu es safe, je ne peux pas t'engager. Et donc il fait vraiment trop un focus sur mon mouvement de surge, il oublie quelque part mes mouvements réactifs que je peux faire durant sa phase de mouvement. Donc il s'embrouille un petit peu sur l'ordre d'activation de ses unités pour pouvoir bouger, parce que par exemple à un moment, il ne bouge pas son dog carnivore, il débarque une unité d'élu qui le fait bouger, donc moi j'attends, il bouge ensuite son carnivore, là je fais mon mouvement réactif qui me permet justement de mettre dans le vent et son unité d'élu et son unité de dog carnivore. Donc je pense qu'un meilleur séquençage lui aurait au moins pu permettre,
enfin aurait permis au Doc Carnivore justement de pouvoir potentiellement me charger ou l'unité d'élu, dépendamment de comment il aurait joué. Donc il était extrêmement défensif, ce qui fait que forcément j'en ai profité et on arrive sur un score de 15 à 5 pour moi. Je me souviens plus tout à fait des points, mais je vous mettrai directement durant le montage le résultat complet. Donc voilà pour cette deuxième ronde. Petite anecdote, bon, j'ai senti quand même que mon adversaire était un peu frustré de la partie, chose que je comprends quand on a un match-up qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à cerner, eh bien on fait pas mal d'erreurs et même si je lui rappelle toujours ce que je peux faire, etc., bah, arrivé à un moment, je peux pas ignorer des choses que mon adversaire choisit de faire et je peux pas jouer à sa place. Donc forcément, je sanctionne, je mets des points, pas lui, fin de la partie, 15-5, je pense que si j'avais joué moins safe, j'aurais peut-être pu mettre plus de points. Mais comme je dis, hein, avec des si, on cirait. Ça, c'est de Boris Vian. On ne pourrait pas refaire les choses. Par contre, mon adversaire, voilà, au niveau de l'anecdote, il pensait avoir été désagréable durant la partie. Moi, j'ai ressenti plus comme de la frustration parce qu'effectivement, quand on a un match-up qu'on sait qu'on n'arrive pas trop à cerner, où on a du mal, etc., qu'on n'a pas l'habitude de jouer, et la Stormlands fait partie de ces détachements où si tu n'as pas l'habitude de jouer contre, mais tu vas te prendre des sanctions assez violentes. Ce qui fait qu'il est venu s'excuser envers moi à la fin de la partie. J'ai été étonné parce que pour moi c'était de la frustration, c'était pas du tout... Enfin franchement mon adversaire n'a pas du tout été impoli, donc Ripounet, si tu regardes la vidéo, je te fais des gros bisous, des gros câlins, t'en fais pas. J'ai ressenti de la frustration parce que le match était tel que effectivement j'aurais été à ta place, j'aurais été aussi très frustré. Donc pas de souci de ce côté-là, mais en tout cas c'était très touchant que mon adversaire vienne s'excuser pour ce qu'il n'avait pas à faire, tout simplement. Donc voilà pour cette deuxième ronde, on va passer à la ronde 3. Donc je vous laisse avec le Bijorn voix off. Enfin, à la troisième et dernière ronde, j'affronte Toofy, le second joueur Space Wolf en Stormlands. Pour la petite anecdote, le dernier tournoi sur rangée auquel j'ai participé se déroulait en V9. Je jouais Tyrannide Swarm avec des Thermagants et ma Tervigon. Oui, je suis toujours hors méta car à l'époque on jouait un spam de guerrier Tyrannide. Bref. Et bien Toofy jouait aussi Tyrannide. Bon, lui il jouait pas Swarm, il jouait beaucoup de Zoanthrope, une autre thématique à l'époque. Donc on a commencé à plaisanter comme quoi Toofy aimait tout faire comme moi. Allez, on part sur la liste. Dans les personnages, on commence avec un chaplain à moto. Oui, j'étais le premier étonné quand j'ai découvert la liste. Il aura l'optimisation Finting Withdrawal pour pouvoir désengager, tirer, et puisque le détachement vous permet de désengager, charger, bah, il peut désengager, tire, charge. Plutôt intéressant, mais assez faible dans la Stormlands. Logan Grimnar, comme moi en seigneur de guerre, 2 chefs de bataille garde-loup, comme moi en gantelet énergétique, un bouclier, et l'un d'eux aura l'optimisation instinct du chasseur pour l'arrivée précipitée au tour 1, 2 seigneurs loups sur loup tonnerre, dont l'un aura l'optimisation Portent of Wisdom, présage avisé qui lui permet en réalité de faire une relance sur son jet d'avance. Je trouve que c'est pas forcément utile dans ce détachement, mais pourquoi pas, c'est pas une optimisation qui est mauvaise en soi. Pour ce qui est des autres unités, on aura un gladiateur lanceur, une unité de 5 infiltrateurs avec le gantelet Helix et les communications, une unité de 6 outriders avec un ATV en plus, qui sera équipé d'un multifuseur, une seule unité de 5 scouts, et on finit la liste avec 2 unités de 6 cavaliers sur loup tonnerre avec leur bouclier, une unité de vétérans Vanguard en réacteur dorsaux avec pistolet inferno. Alors ça m'a fait beaucoup rire lorsque j'ai écrit ce débrief après le tournoi, car je me suis rendu compte qu'il jouait unité de 5 vétérans Vanguard qu'il n'a pas joué durant le tournoi. Ah, ce bon Toofy. Il est gentil, mais 2 vindicators. Allez, je laisse la parole au Bijorn du jardin. Alors, ronde 3, j'affronte un angevin, du coup Toofy, qui joue aussi Space Wolf Stormlands. Alors, j'ai pas mal d'anecdotes par rapport à ce match. Parce que déjà, pour commencer, c'est le premier match où tous les deux, on va à la fin de nos 2 clocks. Donc vraiment, et je crois qu'on faisait peut-être partie, dis-moi Razorcross si je me trompe, on était peut-être les avant-derniers à finir sur cette ronde. Vous étiez dernier. Ouais, peut-être, ouais. Parce que je sais qu'il y a eu un attroupement de personnes au fur et à mesure que la ronde tournait pour regarder notre partie, qui, pour résumer,
c'est une partie au niveau ambiance, si vous voulez. C'est deux Space Wolf qui jouent ensemble, qui font des blagues de beauf ensemble, avec peut-être des blagues borderline, mais parce qu'on jouait notre rôle, on était vraiment roleplay pour le coup. Pour la petite anecdote, on découvre la mission, c'est terraformation, et on lit nos unités de ligne peuvent faire des trucs, puis on se regarde, on fait unité de ligne, il n'y a que les fragiles qui jouent ça. Parce que évidemment en Stormlands on a très peu, voire pas du tout d'unités de ligne. Ce qui fait que voilà, et puis terraformation. Non, c'est pas terraformation, enfin si c'est terraformation, mais c'est une autre règle de mission qui faisait que nos unités de ligne, je crois, pouvaient faire une action et tirer. Quelque chose comme ça. Et terraformation, bon bah vu qu'on est joueur Space Wolf et qu'on est des beaufs, on n'appelle pas ça terraformation. Je vous laisserai deviner en commentaire ce qu'on a dit. Donc au niveau des deux listes, comme vous avez pu le voir avec le Bjorn voix off, et il joue des motos. Bon, pour ceux qui ont suivi le live justement des découvertes des listes du tournoi, bon, il voulait tester ça, il a testé, il a compris que c'était pas bien, mais au moins il a été intelligent pour mettre l'optimisation qui lui permet de désengage tir, qui est bien du coup, parce que c'est à peu près la seule unité qui peut profiter, parce que l'optimisation, vous pouvez la mettre, il me semble, que sur un personnage monté. Les personnages montés qui peuvent tirer, il n'y en a pas beaucoup au final, à part le chaplain à moto, qui en plus a une synergie avec les motos, parce qu'il peut leur donner blessures dévastatrices, et vous êtes jumelés sur vos armes à bolt. Donc c'est une grenouille. C'est une belle grenouille. Donc ouais, c'est le seul qui est unité montée, il fait des blessures dévastatrices, et vu que les Outriders sont jumelés, c'est pas mal. Après ça reste du dégât 1, c'est seulement sur des 6 que vous faites les blessures dévastatrices. Bon, voilà. Du coup, lui il ne joue que 2 packs de loups, moi j'en joue 3. En plus, une fois qu'on est rentré du tournoi, que j'ai regardé un petit peu, je me suis remis en tête les listes pour préparer la vidéo qui va sortir, pour le coup. J'ai re-regardé sa liste et en fait, je me suis rendu compte que cet idiot du village, de Touffi, hein, et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour lui, il a oublié de jouer une unité. En fait, normalement, il joue une unité de 5 vétérans Vanguard que j'ai pas vu de toute la partie. Donc si ça se trouve, il l'a même oublié pour tout le tournoi. Donc le gars, il a joué, non pas à 2000 points, mais à 1895, parce que c'est 105 points les 5. Donc il a dû jouer à 1895 points. Donc le gars, en plus de jouer des motos, il se rajoute un challenge de ne pas jouer ses vétérans Vanguard. C'est couillu quand même. Donc je pense que c'est surtout un oubli. Ah là là, et quand j'ai découvert, j'ai dit, mais quel idiot. Mais bon, je pense pas que, en tout cas sur notre partie, ça aurait changé quelque chose. Sachant que lui, il avait mis 20-0, un chevalier du chaos, sans son unité de Vanguard, qui avait des pistolets infernaux, donc je présume que ça aurait pas changé non plus ce match-up. Après, qu'est-ce qu'il a affronté? Je sais plus ce qu'il a affronté. Je me souviens plus. Mais je sais pas si dans son deuxième match, ça aurait changé quelque chose, j'en ai aucune idée. Et contre moi, ça aurait pas changé grand-chose. Donc, au niveau de sa liste, le problème de sa liste, c'est qu'il joue 2 Vindicators. Alors, le Vindicator, c'est très bien en Stormlands, parce qu'en gros, vous pouvez avancer, utiliser un stratagème pour donner assaut aux armes du Vindicator, donc pour pouvoir tirer. Et ensuite, vous pouvez charger pour faire un tank shock. Donc c'est plutôt pas mal maintenant que le tank shock se fait sur l'endurance. Vous êtes endurance 11, donc vous lancez 11 dés, ce qui fait à peu près entre 3 et 4 blessures mortelles stat, plus vos attaques, et le Vindicator a cette capacité de ne pas subir de malus lorsqu'il tire avec son arme blast, parce que lui est autorisé via sa capacité à tirer avec son arme blast, même s'il est à portée d'engagement et sans subir de malus de touche. Et en relisant cette capacité, je me suis aperçu qu'en fait, normalement, quand vous êtes un véhicule, vous êtes engagé au corps à corps, vous avez un -1 pour toucher, et bien, de ce que j'ai lu, vous ignorez aussi ce problème de touche. Ce qui fait que vraiment, le Vindicator, une fois qu'il est engagé, vous touchez bien.
Et derrière, vous pouvez potentiellement désengager charge ailleurs au besoin. Mais en général, vous restez au corps à corps, vous êtes endurance 11, sauvegarde à 2+, armure du mépris potentiellement. Vous avez largement de quoi bien encaisser. Donc, le problème dans le match Stormlands contre Stormlands, c'est que bon, déjà, Touffi s'est rendu compte qu'il faut jouer 3 packs de loup. Il faut arrêter les motos, c'était une connerie. Bon, au moins il s'en rend compte, c'est bien. Derrière, c'est moi qui ai eu le tour 1. Donc du coup, je me suis avancé sans trop m'avancer. En tout cas, j'ai avancé une unité de loup milieu de table, mais juste en mettant une petite patoune sur l'objectif du centre du champ de bataille, puis en faisant un espèce de petit cordon pour pas trop m'étendre, trop loin en dehors du milieu du champ de bataille. Bon, bien sûr, il a fait son arrivée précipitée, donc clairement, il a pu m'impacter en fait dès le tour 1 avec deux unités de loup. Mais ça, c'était mon plan. L'objectif, en faisant tout ça, c'est qu'à chaque fois, j'utilisais mon mouvement réactif pour reculer. Bon, forcément, ça lui augmente sa charge, mais mon objectif, c'est pas de lui faire rater une charge, justement. Je sais que dans ce match-up, le problème de la Stormlands, c'est sa PR-1. Donc du coup, il va avoir juste ses patrons, donc les personnages qu'il a intégrés aux unités de loup, donc le seigneur loup, le simili capitaine et le simili lieutenant, le chef de bataille. Donc mon objectif, c'est de pouvoir le temporiser, de le faire venir chez moi pour dégager en fait les lignes de vue lorsque mes Inceptors vont venir. Alors je sais qu'il peut surge, et l'avantage d'être premier joueur, c'est que du coup je peux avoir l'initiative sur l'arrivée de mes Inceptors. C'est-à-dire que à son tour 1, donc à mon tour 2 globalement, parce que j'aurais déjà joué mon tour 1, donc à son tour 1, je fais mon arrivée précipitée de mon unité pour aller sur le flanc fragile, c'est-à-dire là où il n'a pas lui fait son arrivée précipitée, ce qui permet d'avoir une unité de loup vraiment qui peut se décentrer à gauche de mon champ de bataille, donc de mon côté. Il peut vraiment se décentrer puis aller chercher justement son gladiateur lanceur, son vindicator pour le bloquer un maximum. Et lui limiter du coup ses lignes de vue parce qu'au centre on a pas mal de ruines, en tout cas d'éléments de terrain qui font que les lignes de vue sont pas simples à part sur le centre, et c'est pour ça que du coup je recule pour qu'il puisse charger vers moi et être un maximum de mon côté pour que j'ai moins de soucis de ligne de vue lorsque je vais faire venir mes unités de tir. Et du coup ça va pas rater, il va me charger grâce à l'armure du mépris. Je vais encaisser, je vais pas mal en fait, je vais vraiment, un de mes packs de loup va encaisser 2 charges de loup parce qu'il va me rester mes 2 personnages et 2 cavaliers, dont un je crois qui a 1 point de vie, quelque chose comme ça, parce que justement en dehors de ces papalous qui doivent à chaque fois mettre 2 blessures, enfin 2 sauvegardes ratées parce qu'ils sont en dégâts 2 ou 3 suivant s'ils ont chargé ou pas, mais dans tous les cas je dois rater 2 invulnérables pour perdre un loup. Et derrière, en fait, toutes ces attaques de monture, de cavalerie, parce que lui ne joue pas l'optimisation, Fureur de l'orage qui donne un +1 en force et +1 à la pénétration d'armure surtout, qui permet en fait d'avoir des attaques de monture qui restent PA-1, alors que normalement vous pouvez monter à PA-2, PA-3, grâce à cette optimisation. Et donc du coup je vais encaisser la plupart de ces attaques de monture et de cavalier loutonnaire, et il n'y a vraiment que mes invulnérables à 4+, que je vais devoir bien faire pour justement encaisser en fait les attaques de ces chefs, de ces personnages. Du coup, il me reste voilà un cavalier loutonnaire qui boite à 1 point de vie, un deuxième, mes 2 personnages. Je vais pouvoir en fait, je vais faire tous mes mouvements et je vais désengager à la fin mon pack qui est encore engagé contre ces 2 packs de loups, parce que l'objectif c'est de l'empêcher de faire ses mouvements réactifs. Donc si je désengage à la fin, en dehors de faire son mouvement réactif sur un des 2 packs, avec justement mon unité qui désengage, le reste ça ne bouge pas. Enfin en tout cas ça ne risque pas de bouger. Donc du coup ça me permet vraiment, dans un premier temps avec toutes les autres unités qui bougent durant mon 2e tour, de l'obliger potentiellement à faire des mouvements réactifs ailleurs qu'au centre. Donc vraiment j'essaie de le bait, de l'appâter là-dessus. En général, je fais « ouais, je bouge là, est-ce que tu fais un mouvement réactif ?» En mode clin d'œil, vas-y, fais-le, ça m'arrange.
Mais non, là-dessus, au moins, il va pas céder. Par contre, il va faire un mouvement réactif que j'ai pas trop compris. En fait, c'est son unité sur le flanc qui va vouloir faire, en utilisant son mouvement réactif, contourner en gros dans ma zone de déploiement sur l'objectif, enfin en tout cas dans la direction de mon objectif dans ma zone de déploiement. Donc là où il me reste juste une unité d'infiltrateur parce qu'il m'a détruit le balistus et il m'a fait assez mal, et moi j'ai vraiment voulu dépolariser la partie sur l'autre flanc, donc sur mon flanc gauche plutôt que mon flanc droit. Et il va se rendre compte que ça a été une bêtise de ça, mais hey, trop tard. Du coup, je désengage. Je désengage de manière à pouvoir faire tampon entre l'arrivée de mes Inceptors, pour qu'ils soient obligés d'engager mes loups plutôt que de charger ou d'engager mes Inceptors. Donc je fais vraiment tampon entre ces deux packs encore. J'ai une unité de loup qui était là et il a tanké pendant 3 tours. Et vraiment, ils ont fait leur job. Mes Inceptors arrivent. Donc je sais que il a un pack. Je dois tout mettre dessus au tir, et c'est là où je suis content en fait de jouer qu'une seule unité d'Inceptor, un gros pack de 6, parce qu'en fait ça vaut qu'une seule activation. Alors que si j'avais joué 2 packs de 3, j'aurais activé la première unité, il m'aurait surge, et la deuxième unité elle aurait été dans le vent. Donc là je suis très content dans cette situation là de jouer un pack de 6 Inceptor. Donc du coup je vous encourage à jouer un gros pack de 6 Inceptor, sauf si vous ne jouez pas Stormlance, parce qu'en Stormlance en fait les Inceptor vous pouvez leur donner pour un PC la touche soutenue 1. Donc au final on arrive à mon deuxième tour, j'ai utilisé 15 stratagèmes et j'ai utilisé mon capitaine pour le faire gratuitement, c'est l'armure du mépris durant le tour 1 de mon adversaire, donc du coup début de mon tour 2, j'ai la capacité de mon capitaine qui est encore actif, du coup pour le tour de bataille numéro 2. Et donc je me retrouve, vu que j'étais en tactique, j'ai pas réussi à faire d'objectif au tour 1, d'objectif secondaire, donc j'ai gagné un PC à mon tour, 2 PC, 3 PC à son tour, je suis à 4 points de commandement à mon tour, donc je suis bien. Et j'ai la capacité de mon capitaine d'actif. Du coup, je suis virtuellement à 5 points de commandement. Donc là, je vais faire touche soutenue sur mes Inceptors, sachant que j'ai fait le serment de l'instant sur son pack du milieu, qui a bien avancé comme un cochon. Donc du coup, j'ai vraiment, les lignes de vue, elles sont nickel. Et là, je lui dérouille, je crois, entre 3 et 4 loups au tir. Donc il surge sur ma petite unité, c'est pas grave, j'ai ma deuxième unité de loup qui était en attente du côté gauche. En gros, du côté gauche, j'ai mon pack de loup que j'ai fait arriver précipité, qui va aller chercher un gladiator et un vindicator pour l'embêter un maximum. Et j'ai ma deuxième unité qui est temporisée parce que je savais qu'il allait me rentrer dedans sur la troisième unité de loup. Donc du coup je charge, je mets le plus 1 blesse parce que on est force 5 contre endurance 6, on a besoin du plus 1 blesse pour blesser à 4+, et l'obliger à faire un maximum de choses. Lui, de mémoire, il est à 0 point de commandement, et il a utilisé justement la capacité de son capitaine, parce qu'il avait fait d'autres stratagèmes, hein, des grenades, etc. Il tombait vraiment à 0, donc il ne pouvait pas faire d'armure du mépris. Et c'est là où il va se rendre compte qu'en fait, l'armure du mépris dans le match-up, il est ultra important. Parce qu'en fait, lui, je vais le faire sauvegarder tout le temps à 4+. Là où moi, j'ai réussi à encaisser ces 2 unités, car j'ai fait l'armure du mépris, pour rester en sauvegarde 3+. Et vraiment, c'est un delta qui est ultra important. Il me semble qu'en termes de stats, on passe donc d'une 3+, c'est 66% de réussite, 67, on arrondit. Alors que la 4+, c'est 50%. Ce qui fait que, vous avez un delta de 17%, mais sur un GD, c'est ultra important, celui-là. Il est assez incroyable. C'est, en fait, vous rajoutez 1/3 de raté, il me semble, en stat. Quelque chose la moitié, c'est ça, hein. De 2 sur 6 à 3 sur 6 ratés. Ouais, c'est ça. 50% de raté en plus. Ouais, donc ouais, c'est ça, c'est 50% d'échecs en plus, donc c'est un palier qui est ultra important. Il s'en rend compte à ce moment-là. Mais c'est un peu trop tard, parce que du coup, il lui reste que son seigneur loup à 3 points de vie. Après ça, pour la petite histoire, son seigneur loup à 3 points de vie, il a failli mourir sur une charge de 5 loups fenriciens, parce qu'il a 3 sauvegardes pile poil à faire. Je lui dis, hey, il va peut-être mourir. Il lance ses dés, on voit un 2, 2. Puis bon, le troisième, il réussit, donc il perd que 2 points de vie. Enfin, il perd déjà 2 points de vie contre des loups fenriciens, c'est assez exceptionnel. Mais ouais, il a failli mourir dessus, quoi.
Donc bon, il finit par m'impacter, sa deuxième escouade de loup finit par m'impacter ce qui me reste de la première unité. Donc ça, voilà, il en vient à bout. Mais bon, il lui reste encore 2 gros packs. Ces motos vont être pas mal problématiques parce que là, il a compris que Armure du Mépris, c'est important. Moi, je réussis à perdre des Inceptors tout seul comme un grand à cause des surchauffes. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'il fasse d'Armure du Mépris. En fait, si je ne surchauffe pas, il peut cumuler potentiellement le couvert, l'Armure du Mépris. Donc si je suis PA-2, il reste sur sa save à 3. Donc je suis obligé à chaque fois de surcharger et malheureusement, genre au premier tir, j'ai un mort, au deuxième tir de mes Inceptors, j'ai 2 morts. Donc il me reste 3 Inceptors. Il réussit à faire grenade dessus, mais il me fait que 2 blessures, donc j'en ai un qui reste à 1 point de vie. Enfin bref, les Inceptors, je me les tue tout seul. C'est pas de bol, c'est comme ça. Parce que stade, vous lancez 6 dés, c'est que sur D1, donc vous en perdez qu'un seul. Mais bon, ça arrive. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref, la partie est longue, donc le débrief est un peu long aussi. Une partie au début que ça m'embêtait de la jouer parce que j'ai jamais fait de match miroir. Je pense que si je jouais une liste un peu plus comme la mienne, du fait qu'il ait le deuxième tour, qu'il puisse... en fait, le premier impact est ultra important. Et le fait qu'il ne fasse pas certains stratagèmes, en fait, je ne sais pas trop si 2 Stormlands c'est équivalente. Parce que là, clairement, il se met des bâtons dans les roues. Il joue trop d'unités de tir, je trouve en tout cas. Il joue 2 Vindicateurs, un Gladiateur Lanceur, des motos. Bon. Ce qui fait que contre lui, en fait, vu que j'ai réussi à lui bloquer pas mal d'unités de tir, j'ai pas eu besoin de faire du -1 touche, -1 blesse. Je crois que je l'ai fait qu'une fois dès le tour 1 pour temporiser. Ce que j'ai pu faire, ouais, c'est ça, -1, -1. Mouvement réactif. Et vu que j'avais 2, donc 3 PC plus le capitaine, ouais, c'est ça, j'ai pu faire en fait tout ce que je voulais. L'arrivée précipitée pour un PC, mouvement réactif, -1 gratuit et encore un PC, donc mon dernier pour Armure du Mépris. Donc finalement, il se démerde pas trop mal, surtout avec ses motos qui ont bien encaissé. Mais à chaque fois, je l'obligeais, en faisant un mouvement réactif, à faire venir ses motos dans l'élément de terrain, ce qui me permettait de gagner la ligne de vue avec mes Inceptors. Donc à chaque fois, j'ai joué comme ça. Puis à la fin, au final, je finis par détruire ses motos, détruire ses 2 packs de loups, lui détruire... Je crois qu'il lui reste Logan et un Vindicator et son unité d'infiltrator chez lui que je ne suis pas allé chercher. Donc du coup, on finit sur un 13-7. Il me semble, lorsqu'on en avait discuté, lorsqu'on rentrait en voiture après le tournoi, Chirakos, du coup, que j'ai covoituré, hein, parce qu'il est de Tours aussi. Chirakos me disait qu'à un moment donné, Toufi, c'était vraiment vers la fin, donc on était fatigué, c'était les 3 rondes, c'était la dernière, elle était très longue, passionnante mais très longue. Il disait que justement, à un moment donné, en fait, il pouvait ne pas bouger son véhicule pour m'empêcher le mouvement réactif, afin de pouvoir me tirer sur... Ouais, c'est ça, s'il ne bougeait pas son gladiateur lanceur, que j'avais laissé un point de vie pour si jamais je piochais l'objectif, abattez-le. Ça pouvait me faire des points faciles à prendre. Et en gros, s'il n'avait pas bougé son gladiateur lanceur, il n'aurait pas eu la ligne de vue avec son gladiateur lanceur, mais j'aurais pas pu faire un mouvement réactif avec mon dernier pack de loup, encore en vie. Et du coup, son Vindicator aurait pu arriver au-delà de 9 tout en ayant une ligne de vue sur moi pour pouvoir me tirer dessus et essayer d'égrener quelques loups de cette manière pour qu'ensuite, à son tour, il puisse soit lui-même faire un mouvement réactif ou un Overwatch pour pouvoir me retirer dessus et en gros juste augmenter, enfin en tout cas pour lui, avoir une phase de tir supplémentaire par rapport à ce qu'il a fait en bougeant son gladiateur lanceur pour pouvoir tirer et avec son lanceur et avec son Vindicator. En fait, ça m'a permis de faire un mouvement réactif et vu qu'il avait fait un sur son jet d'advance pour son Vindicator, ce qui fait qu'il était clairement pas, il ne pouvait pas atteindre de ligne de vue à cause de mon mouvement réactif. Donc potentiellement, ça aurait pu être un 12-8 ce match s'il avait fait ce mouvement-là à ce moment-là, mais il y a forcément des choses quand on a la fatigue, etc., de fin de journée, et surtout, là, c'est un mouvement qu'il aurait pu faire, mais on est vraiment sur son 5e tour.
c'est le deuxième joueur, donc c'est vraiment le dernier tour de la dernière ronde de la journée sur 2 clocks qui arrivent quasiment à 0. Donc je crois que sa clock arrive même à 0 avant moi et je lui autorise à jouer sur mon temps parce qu'on est sur le 5e tour en fait. Donc voilà. Et il le fait pas, je fais mon mouvement réactif, il marque pas tous ses points et du coup on arrive sur un 13-7. Donc voilà, au niveau de cette 3e ronde, donc passionnante. Au niveau des anecdotes, bon, je pense que je vous ai tout dit. Je pense pas en avoir oublié. Toi, t'en avais des anecdotes? Non, pas spécialement. Non? Eh bien, écoutez, je vous laisse... je vous laisse avec cette fin de vidéo. Résultat, je termine à la 4e place, à pas grand chose de la 3e place. Mais bon, cela semble devenir une tradition de finir à la 4e place sur Angers. Dans tous les cas, je rattrape très bien mon mauvais résultat sur le tournoi du French Wargame Café, donc je suis ravi. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, Aimée a participé aussi à ce tournoi. Triste de ne pas avoir pu partager une partie contre elle, mais ravi car elle m'aurait sans doute botté le cul. Bref, elle a accepté de répondre à certaines de nos questions, alors merci copine, même si on a perdu les images, bref. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je vous mets le lien en description, puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah profitez-en pour faire de même. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, car YouTube n'est pas très assidu dans les recommandations. Allez, encore merci beaucoup aux organisateurs du tournoi, aux joueurs qui ont participé, à Razor Cross pour m'avoir accompagné pour filmer, même si on a perdu les vidéos, à Chirakos qui a covoituré avec nous, à Toufi pour cette dernière partie exceptionnellement drôle, puis bon, un Space Wolf qui affronte un Space Wolf, celui qui gagne devient le roi des loups, n'est-ce pas? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame. On pissait sur les objectifs, quoi.